qui contribue au développement des États membres. Des moyens de protéger et assister aux populations et ça, c'est les catastrophes naturelles et différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Annie et Jazz, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle Johanna Gendre, j'ai 19 ans et je suis étudiante au collège Émilie Court. Donc avec mes camarades, on a préparé quelques questions à vous poser. Je vais commencer tout de suite. Tout d'abord, comment espérer une diffusion des droits de l'homme dans des pays en voie de développement, alors que ces droits ne sont pas forcément respectés dans des pays développés et démocratiques? Alors c'est une très bonne question. Et c'est une question avec laquelle je lutte depuis longtemps. Depuis mes études en développement, je me posais la même question. Je crois que l'ancien modèle du développement international et de la promotion des droits de l'homme était justement ça. C'était nous, les pays développés, on leur montrait à eux, c'est-à-dire les pays en voie de développement, comment ils devaient faire. Je crois que maintenant, les gens ils se sont un peu rendus compte que ce modèle-là n'était pas juste, que nous aussi, on a très clairement des choses à améliorer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les nouveaux objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 par les gouvernements du monde. Et un des principes clés de cet agenda 2030, comme on l'appelle, c'est l'universalité. C'est l'idée que les objectifs nous concernent tous, chaque pays, peu importe leur niveau de développement. Et l'agenda reconnaît très clairement qu'on a tous des progrès à faire si on veut vraiment atteindre ces objectifs d'ici 2030. Merci. Ensuite, comment l'ONU devrait-elle réagir face aux décrets et violations des droits de l'homme mis en place par l'actuel président américain Donald Trump? Oui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est absolument tragique. Ça me touche particulièrement en tant qu'américaine. Mais il faut aussi se rappeler qu'en fait, ces mêmes tendances qu'on observe aux États-Unis, qui se sont manifestées à travers l'élection de Donald Trump, on les constate aussi ici en Europe et ailleurs. Cette peur de l'inconnu, la peur des nouveaux arrivants dans son pays, des changements des mœurs traditionnelles, de la tolérance et l'acceptation de nouveaux modèles sociaux, ces peurs-là sont en train d'alimenter partout dans le monde un populisme qui s'enracine dans nos communautés et qui s'exprime dans la politique. Et je crois que l'ONU peut jouer un rôle très important pour dénoncer ce populisme et les violations des droits de l'homme qui en ressortent. Par exemple, le Haut-Commissaire des droits de l'homme, qui est basé ici à Genève, il a à plusieurs reprises dénoncé par nom les leaders autoritaires en leur disant qu'en tant que communauté internationale, on ne tolérerait pas la xénophobie, le racisme, le sexisme, la discrimination. Et je crois que l'ONU a donc la responsabilité de se positionner très clairement contre ces choses-là et de donner le courage à nous tous de faire pareil en fait. Ok. Le 28 octobre 2016, selon le journal Le Monde, plusieurs pays ont été élus au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Égypte, Cuba, l'Irak et le Rwanda. N'est-il pas dangereux et ironique de confier ce conseil à des pays qui ne répondent pas, selon l'ONG UN Watch, aux critères exigés pour le respect des droits de l'homme? C'est une question très difficile, mais importante. Ce que je donnerais comme réponse, c'est qu'en fait, dans cette grande expérience qui est l'ONU, il y a un compromis à faire. Quand l'ONU a été fondée en 1945, après 2 guerres mondiales absolument dévastatrices, cette nouvelle organisation se basait sur le principe qu'aucun pays ne peut avoir tout le pouvoir. Que la seule manière de ne pas retomber dans des guerres pareilles était de créer un système où chaque pays avait une position et une voix égales. Alors le compromis est d'accepter qu'aussi les pays
qu'on considère ne pas respecter les droits de l'homme, ont aussi le droit de participer à la discussion. Quand on se retrouve face à cette situation-là, je trouve que c'est là où nous, en tant que citoyens, on peut vraiment jouer un rôle très important pour être justement un contrepoids à ces puissances-là et d'élever nos voix pour dire qu'on n'est pas d'accord avec leur politique. Ok, merci. Prochaine question, c'est l'ONU est une organisation qui est censée promouvoir la paix. Quelles sont les limites d'action et d'intervention que l'ONU possède dans les conflits entre pays en cas de non-respect des droits de l'homme? Alors, dans les conflits, tout comme dans les situations de paix, l'intervention de l'ONU est justement limitée à ce qui est convenu avec le gouvernement. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, ça veut dire que la capacité de l'ONU d'influencer la condition des droits de l'homme est parfois sérieusement limitée. Et c'est surtout le cas dans des situations de conflit, mais aussi dans les pays autoritaires. Et dans ces cas-là, il faut trouver des manières créatives de promouvoir les droits de l'homme. Et là encore, je reviens à la société civile, c'est-à-dire les organisations, les associations qui travaillent sur le terrain. Ils ont un rôle important à jouer pour pouvoir amener un changement là où l'ONU ne peut pas aller. Ok. Et maintenant, comment promouvoir l'égalité homme-femme alors que les discriminations sur ce sujet semblent se renforcer dans le monde entier? Ouais, tu as justement raison que les inégalités et les discriminations, surtout hommes-femmes, semblent se renforcer de partout. Et on a sans doute fait des progrès sur certains sujets, mais je dirais que les mêmes peurs en fait, du changement que j'ai cité tout à l'heure sont aussi en train de ralentir ces progrès-là et même de nous ramener en arrière, malheureusement. Et ça arrive à chaque fois dans l'histoire, quand un groupe dominant voit qu'ils perdent gentiment leur pouvoir et leurs privilèges. Et c'est justement ce qu'on est en train de voir en ce moment. Alors, comment faire face à cette situation? Ma réponse serait plutôt une conclusion générale à tout ce que j'ai partagé. Et elle se résume en 3 mots. L'espoir, la passion et la persévérance. L'espoir que la direction de l'histoire de l'humanité tend toujours vers la justice. La passion de crier haut et fort qu'on croit en la justice, l'égalité, la dignité humaine et qu'on va tout faire pour faire une différence. Et la persévérance de se lever chaque jour, encore et encore, et de continuer à se battre malgré tout ce qui semble être contre nous. Et c'est peut-être un peu cliché, je sais, mais finalement, je ne vois pas comment on peut faire ce travail de promotion des droits de l'homme si on n'a pas l'espoir, la passion et la persévérance de faire une différence. Et voilà, ça m'encourage vraiment de voir une nouvelle génération qui s'intéresse, qui s'engage, qui veut voir et provoquer aussi des changements positifs. Alors merci beaucoup pour cette occasion de parler. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé tout ce savoir et d'avoir pris votre temps pour venir répondre à nos questions. Merci beaucoup.